Bonjour, un nouveau format pour changer un peu des plateaux télé traditionnels, pour changer de la minute qu'on a au Parlement européen pour s'exprimer. Et puis c'est à la mode, il y a quelques jours, il y a le président de la République qui s'exprimait sur Brut. Alors Brut, j'avais pas très envie d'y aller, c'est genre média militant d'extrême gauche, donc c'était pas vraiment mon truc. Je dis que c'était bien de se retrouver entre nous pour échanger. Puis là aujourd'hui, je suis un peu énervé, parce que comme vous avez pu le voir, il y a France Inter, média payé par nos impôts, qui refuse une publicité à l'œuvre d'Orient parce qu'il y a le mot chrétien. Alors à Noël, ça les gêne, chrétien, voilà. Donc tout ça me casse un peu les pieds. Je me suis dit que c'était bien d'avoir un endroit où on pouvait se parler, où je pouvais vous dire un peu librement ce que j'avais envie de vous dire, d'échanger, de recevoir vos questions. Merci d'ailleurs pour ceux qui en ont envoyé et de passer un petit moment ensemble. Et si ça vous plaît, si les réactions sont bonnes, je recommencerai cet échange. Je sais que l'audience monte au fur et à mesure, donc je ne veux pas aller trop vite, je ne veux pas m'emballer. Je suis quelqu'un qui me s'emballe un peu de temps en temps. Donc je vais commencer par aller doucement sur la première question. La première question, c'est Thibaut qui nous l'a adressée en me disant quels sont vos combats principaux et ceux de la délégation que vous présidez. Bon, ça me permet de rentrer dans le vif du sujet. Je suis effectivement le président de la délégation française au Parlement européen dans le groupe Identité et démocratie, c'est-à-dire que je préside le groupe constitué par les 23 députés du Rassemblement national qui sont au sein d'un groupe qui s'appelle Identité et démocratie au Parlement européen, et on est le premier groupe d'opposition au Parlement. On est assez actif, ça fonctionne bien, on a une assez bonne ambiance, et nos grands sujets sont de faire en sorte que la France ne se retrouve pas plumée par la Commission européenne plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans les sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, c'est notamment la Turquie. Parce que vous savez, on a ici en France toutes sortes de politiques à droite, à gauche qui disent on ne veut pas de la Turquie en Europe, Erdogan est un danger pour les Français, mais la réalité c'est qu'à Bruxelles ou à Strasbourg, ils votent en permanence tous les crédits pour la Turquie. Donc nous, notre combat au Parlement européen, c'est de veiller à ce qu'on dénonce cette double position des parlementaires, je pense en particulier aux parlementaires LR ou aux parlementaires macronistes qui nous mentent, enfin qui vous mentent, puisqu'ils font autre chose que ce qu'ils prétendent faire. Et donc on continue d'avoir des milliards chaque année payés par nos impôts, les impôts des Français, qui vont à Erdogan, d'abord dans le cadre de l'union douanière, c'est-à-dire qu'on a une union douanière qui fait qu'aujourd'hui ça favorise les produits turcs qui viennent en France et qui viennent en Europe, et donc on ne perçoit pas de taxes. Dans le cadre de l'adhésion, on a beau expliquer que la Turquie n'a plus rien à voir avec nous, ils n'ont jamais rien eu à voir avec l'Europe, on continue de leur verser des milliards pour des crédits dits de préadhésion. Et puis Erdogan fait un chantage en disant voilà, si vous ne me donnez pas beaucoup d'argent, j'ouvre mes frontières et je vais faire rentrer des migrants. Et j'étais allé avec Jordan Bardella au mois de mars à cette frontière qu'il y a avec la Grèce, et on avait vu massés à la frontière derrière des barbelés soutenus par les policiers turcs, parce que les policiers turcs soutiennent les migrants, toute une horde de jeunes hommes, parce que ce n'est pas des jeunes gens, il n'y a que des jeunes hommes qui sont là et qui étaient prêts à venir avec des slogans très agressifs, voire rentrer en Europe. Donc ça fait partie des combats qu'on mène. On mène aussi des combats pour notamment veiller à ce qu'il n'y ait pas d'impôts créés au niveau européen. Parce qu'avec le plan de relance dont on a beaucoup parlé à la suite de la crise du Covid, il y a des centaines de milliards d'euros qui vont se déverser, alors ils sont un peu artificiels, mais qui vont se déverser dans les différents pays de l'Union européenne. L'Union européenne, elle veut faire un emprunt et elle veut le financer directement. Ils appellent ça des ressources propres. En fait, ressources propres, ça veut dire impôt européen. Et cet impôt européen, il viendra en plus des impôts qu'on paye déjà au niveau local, au niveau national. Donc ça fait partie des combats qu'on mène pour que surtout on n'ait pas un impôt européen. Voilà. Et puis le vrai combat, celui le plus important pour nous, c'est le combat de 2022. C'est qu'en 2022, on a besoin que Emmanuel Macron soit battu. On a besoin que nos idées portées par Marine Le Pen arrivent au pouvoir. Et on a besoin de redresser la France. Donc en travaillant à ce combat-là, au niveau du Parlement européen, on fait aussi progresser notre combat collectif. Voilà, ça résume un peu les choses. Mais on a une bonne équipe. Vous avez 23 parlementaires. De temps en temps, il y a des journalistes qui disent « Oh là là, ça va être terrible, ils vont se fâcher, ils vont se quitter ». C'est vrai que de temps en temps, il y a des histoires dans différents partis. Nous, depuis 1 an et demi, on est tous ensemble, on travaille bien.
On fait un collectif qui fonctionne et qui est utile, je pense, sur le plan national aussi. On a sorti un magazine qui est publié régulièrement. Vous pouvez d'ailleurs récupérer, je pense que sur ma page Facebook, il doit y avoir un moyen de s'abonner pour récupérer ce magazine. On a aussi sorti un livre noir sur ce qu'a fait l'Union européenne, ou plutôt ce que n'a pas fait l'Union européenne pendant le début de la crise du Covid. Donc on est très actifs. Et puis on fait des propositions à Marine sur plein de sujets, chacun un peu dans sa ligne de course. Il y en a qui sont spécialisés sur les affaires budgétaires, il y en a qui sont spécialisés sur l'environnement. Hervé Juvin notamment qui a développé le concept du localisme. Donc il y a plein de sujets, c'est multi-sujets. On reviendra peut-être à l'occasion d'une conversation sur un thème en particulier. Deuxième question de Gabriel. Ah oui, sur mes impressions sur l'élection américaine que j'ai suivi de près parce que j'étais sur place. Alors ça aussi, c'est un sujet où on est en train de voir que l'Europe, un peu comme les États-Unis, ou les États-Unis un peu comme l'Europe, se retrouvent avec une mainmise de ce que j'appelle le système. En fait, le système, ce sont toutes les personnes, physiques ou morales, donc des humains ou des entreprises qui ont intérêt à perpétuer le mondialisme, le monde sans frontières, l'absence de taxes pour qu'on puisse continuer à exploiter des petits Chinois en Chine, les faire travailler pour importer des jouets pas chers, et surtout l'immigration débridée. Et donc toutes ces entités ou ces personnes qui ont intérêt à ce que ce système dure avaient intérêt à ce que Trump soit battu. Et donc ils se sont coalisés dans un effort important. Donc ça recouvre la plupart des médias. Ça recouvre énormément de ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales. En fait, c'est des associations, type association de 1901, mais aux États-Unis, c'est d'une forme différente, et qui collectent de l'argent, alors en quantité énorme, notamment financé par George Soros, le financier, qui dit clairement que pour lui, son programme, c'est de faire une sorte de gouvernance mondiale, non pas un gouvernant, mais d'avoir une méthode de gouvernement mondial où les gens se déplacent sur la planète comme ils veulent, on fait venir des migrants c'est de la main-d'œuvre pas chère, et ça permet de gagner beaucoup d'argent pour ces gens qui se retrouvent à la tête de ces entités financières où le capital est très loin du travail. Donc les États-Unis se sont organisés de cette façon-là. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, en fait, c'est que Trump a été un très très bon président pour les États-Unis. Après tout, c'était son boulot d'être bon pour les États-Unis. Quelque part, ce qui nous inspire à nous en France, c'est qu'on souhaite pour la France que Marine soit un aussi bon président, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe d'abord des Français, c'est ce qu'elle veut faire. Vous savez, il avait son chapeau MAGA, Make America Great Again, c'est un peu notre slogan à nous, les Français d'abord, la fierté d'être français. Et ça a été entendu par les Américains, et ils lui ont donné un score extraordinaire. Et pour gagner, en fait, les démocrates ont visiblement été obligés de frauder. Je dis visiblement parce que ça n'a pas encore été décidé par les tribunaux, mais quand on regarde la façon dont ça s'est organisé, vous avez dans les 5 villes qui amènent le score de Biden pour qu'il soit celui qui aujourd'hui apparaît comme étant celui qui va être désigné, vous avez un taux de participation aux élections qui est entre 95 et 97%. Alors, juste une référence. En Belgique, où le vote est obligatoire, le taux de participation il est de 90%. 95 ou 97%, ça ressemble plutôt à des pays pas tout à fait démocratiques. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Il a un avocat, Giuliani, que j'ai pu rencontrer, qui mène un combat important pour essayer de démontrer à quel point les choses n'ont pas été claires. Il faut avouer qu'il y a des trucs pas très très clairs. On a été surpris. On était là-bas notamment avec Stéphane Ravier, notre sénateur marseillais, Catherine Griset, qui est au Parlement européen avec moi, et on a été stupéfait de voir qu'aux États-Unis, pour voter, vous n'avez pas besoin de carte d'identité. Vous vous présentez dans un bureau de vote, vous vous appelez, je m'appelle Joe Smith et j'habite, et vous donnez la bonne adresse, vous signez et vous avez le droit de voter. C'est aberrant pour une démocratie, c'est un peu fascinant. Les bulletins de vote peuvent être envoyés par courrier. Nous, on a interdit ça en France depuis 1975 parce que c'était de la triche monumentale. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à cette élection qui sont un peu surprenantes. Et quel que soit le résultat, on le connaîtra c'est le 20 janvier que la Constitution américaine affirme que le président, donc Trump, ne sera plus président le 20 janvier. Et il y aura un nouveau président, ou lui pour un second mandat, ou Biden pour son premier mandat. Donc c'est le 20 janvier qu'on saura définitivement qui est président des États-Unis. Mais
quel que soit le président, je pense qu'on va entendre parler de cette affaire électorale pendant au moins 2 à 4 ans, parce que les États-Unis sont bien obligés de réaliser qu'ils ont un problème dans l'organisation démocratique de leurs élections. Il va falloir qu'ils changent, parce que pour nous, c'est important. On pourrait dire on s'en fout, mais non, on ne s'en fout pas complètement, parce que c'est la première puissance mondiale, c'est un allié, c'est un partenaire commercial énorme, et de s'interroger sur la sincérité d'un scrutin dans une démocratie de cette taille-là, ça pose un peu problème. Donc je pense que pour les États-Unis et pour le reste de la planète, c'est un sujet dont on va entendre parler encore très longtemps. Voilà, sinon, c'était passionnant. On a pu voir qu'il y avait un vrai enthousiasme autour de la campagne de Trump. Ça nous a donné quelques idées pour la campagne de Marine, notamment dans la proximité avec une salle. Il n'a pas fait des grands meetings où il était un peu loin, vous savez, les meetings dont on a l'habitude. Là, il avait vraiment une petite scène qui était au milieu des gens. C'était sympathique, et j'espère que... je suis sûr qu'on arrivera à créer cet enthousiasme pour l'élection de 2022. C'est ce dont on a besoin. Il ne faut pas simplement qu'on dénonce. On a une tendance au RN, parce qu'on voit les choses, à dire c'est terrible, il y a beaucoup d'immigration, c'est terrible, il y a beaucoup d'insécurité. C'est vrai tout ça. Il faut qu'on fasse un peu rêver. On ait tous envie de se dire il y a des solutions. Et Marine, elle les a, les solutions. Il faut qu'on arrive à les exprimer clairement pour que les gens se disent c'est bon, allez, on y va, on fait confiance et on avance. Donc c'est ça qu'il va falloir générer, de l'enthousiasme. Et ça, j'ai trouvé qu'il existait aux États-Unis. Autre question, cette fois-ci de Julien, qui me demande quelle est la position du Rassemblement national vis-à-vis de l'UE. Vis-à-vis de l'UE, elle n'a pas changé. L'Union européenne, c'est une organisation supranationale qui essaye de piquer aux États l'ensemble de leur pouvoir régalien. Donc l'Union européenne ne nous plaît pas. Alors c'est vrai qu'il y a de temps en temps un peu des questions sur mais pourquoi rester dans l'UE si vous n'aimez pas l'UE, pourquoi pas un Frexit? En fait, c'est assez simple, c'est parce que moi, par exemple, mon engagement politique, j'ai été autrefois député à Nice, j'étais UMP, je croyais sincèrement dans ce que je faisais. D'ailleurs, en 2002, j'ai été élu député en 2002, mon principal message de campagne, c'était il faut supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. Et personne ne nous a entendus. D'ailleurs, on ne l'a pas fait à l'époque parce que les parlementaires étaient très lâches. Ils ont obéi à Chirac et Sarkozy qui ne voulaient pas en entendre parler. Aujourd'hui, on continue d'avoir l'AME et on a vu qu'on dépassait, je crois que les chiffres sont sortis hier ou avant-hier, on dépasse le milliard d'euros pour assurer la gratuité absolue des soins pour les étrangers en situation irrégulière. Donc ça, pour dire que mon parcours, il était plutôt sur une Europe que j'aimais bien. L'idée européenne me semblait plutôt positive. Et en 92, c'est là que j'ai eu mon premier divorce, si je puis dire, avec la tendance majoritaire en France. J'ai voté contre Maastricht, parce que j'aimais bien, en fait, la communauté européenne. Et une communauté, c'est-à-dire c'est des pays. Moi, je suis très content qu'on puisse travailler avec les Italiens, qu'on puisse travailler avec les Allemands, travailler avec les Belges, travailler avec les Espagnols. C'était bien de travailler avec les Anglais, mais c'était une communauté, c'est-à-dire qu'on décidait qu'il y avait un sujet qui nous plaisait. On veut faire Airbus. Airbus, c'était intéressant. On a fait ça avec un certain nombre de pays. On a fait ça avec les Allemands, on a fait ça avec les Italiens, on a fait ça à quelques-uns, mais tout le monde n'est pas obligé de suivre. On le faisait en fonction de nos intérêts. Et en fait, l'Union européenne, à partir de 92, quand on a voté Maastricht et qu'on a décidé de donner à l'Europe l'exclusivité de la monnaie européenne, on s'est retrouvé dans une spirale où c'est devenu une sorte de projet politique où l'Union européenne devait remplacer les nations. Et ça, c'est pas possible. Et ça on n'en veut pas. Donc ce qu'on veut faire au Rassemblement national, c'est faire en sorte de modifier structurellement les rapports entre en gros, il y a les rapports entre le Conseil, la Commission et le Parlement. L'Union européenne, c'est pas très compliqué. C'est un conseil. Le conseil, c'est les ministres ou les chefs d'État selon les sujets qui se réunissent et qui décident de ce qu'on va faire. Donc ça marche très bien. Puis vous avez la commission. À l'origine, la commission, c'était une sorte de secrétariat. Ils prenaient en note ce que disaient les ministres ou les présidents, ils le mettaient en œuvre, ils allaient voir le Parlement, et le Parlement votait ou ne votait pas les textes. Et en fait, ce qui s'est inversé avec l'UE, c'est que maintenant la commission, aujourd'hui on a une présidente qui s'appelle Madame von der Leyen, qui est une Allemande, et qui voudrait en fait décider à la place des ministres et des présidents. Donc ces gens qu'on ne connaît pas, qui sont élus nulle part, voudraient tout d'un coup nous dire en fait c'est nous l'organisation centrale et c'est nous qui décidons de tout. Donc le RN, on n'en veut pas de tout ça. On veut clairement que le pouvoir revienne au Conseil. On ne veut surtout pas briser la règle de l'unanimité, c'est-à-dire aujourd'hui ce qui nous protège un peu, c'est que s'il y a un pays résiste,
ben, on arrive à ne pas changer les choses. Donc heureusement, on a la Hongrie, on a la Pologne, on a un certain nombre de pays qui résistent au délire migrationniste, notamment des Européens. Et donc ce qu'on veut, c'est modifier les choses. Moi, je ne suis pas favorable au Frexit, pour dire clairement les choses, parce que le Frexit, ça veut dire finalement sortir de partenariats. Il ne faut pas oublier que jusqu'à 92, encore une fois, coopérer ensemble en Europe, trouver des méthodes pour exporter librement entre ces pays, ça a assuré beaucoup de notre croissance économique. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ont dénaturé les choses avec l'Union européenne qu'il faut tout jeter. Et donc, je pense que ce qu'on propose, nous, c'est quelque chose, une alternative qui me semble efficace. Voilà, c'est en tout cas là-dessus qu'on travaille. On va sortir un petit document précisant l'organisation qu'on souhaite pour que ce soit clair pour tous. Ensuite, c'est André qui me pose la question de savoir quelles sont les relations de la délégation française avec les autres partis du groupe Identité et Démocratie. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Et vous avez des délégations de toute taille. On a la plus grosse délégation, donc les parlementaires les plus nombreux, c'est les Italiens. Les Italiens de la Ligue, de Matteo Salvini. Vous savez que Matteo Salvini et Marine Le Pen s'entendent particulièrement bien tous les deux. Elle a été là au tout début du changement. En fait, la Ligue, ça s'appelait la Ligue du Nord. C'était un parti régional qui était dans le nord de l'Italie et qui était assez sécessionniste, qui voulait se couper du sud de l'Italie. Et Marine a beaucoup échangé avec Matteo Salvini pour lui expliquer qu'en fait, ce qui comptait, c'était les nations et qu'il fallait qu'il travaille à développer un projet pour l'Italie, ce qu'il a fait. Il a une affection et une reconnaissance à Marine assez forte sur le sujet, ce qui simplifie nos relations avec les parlementaires italiens. Ils sont 29, plutôt sympathiques. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Je vais vous donner une anecdote. Le premier jour, comme en mai 2019, quand on est élu au Parlement européen, Salvini est au pouvoir. Et donc vous avez un certain nombre de ces députés qui sont, vous savez, il y en a qui ont une colonne vertébrale un peu solide, et puis il y en a d'autres qui sont un peu moins solides. Il y en a quelques-uns qui disent « Ah, on est au pouvoir, on a besoin d'avoir des subventions de l'Europe, il ne faut pas se fâcher ». Et donc le premier jour, il y a la séance inaugurale au Parlement, vous avez l'hymne européen, la 9e symphonie de Beethoven. Et donc, moi, en tant que président de la délégation française, je leur dis « Je suis désolé, ce n'est pas un hymne, l'hymne il est national, et l'hymne national c'est la Marseillaise ». En plus, je suis le député français qui a fait voter l'enseignement obligatoire de la Marseillaise à l'école. Donc je suis particulièrement attaché à ce qu'on ne confonde pas tout. Et les Italiens nous disent non, nous, on est gênés, on voudrait respecter ça. Et donc le groupe a pris deux positions différentes. Moi, je suis resté assis, j'ai écouté cette symphonie, comme l'ensemble des députés français, comme d'ailleurs la plupart des députés du groupe Identité et Démocratie. Et les Italiens, à ce moment-là, ont fait le choix de se lever, parce qu'ils ont considéré que c'était une sorte de geste qui donnait à l'Union européenne dans la perspective d'avoir quelques crédits. Et les Anglais du mouvement de Nigel Farage, eux, s'étaient levés mais avaient tourné le dos, donc dans un mouvement de rejet, puisque eux souhaitaient sortir de l'Union européenne. Donc en dehors d'anecdotes de cette nature-là, sur des sujets importants comme la Turquie, comme le refus d'impôts européens, on vote ensemble, on vote bien, et on a réussi à faire peser le groupe Identité et Démocratie au sein du Parlement européen. Le président du groupe, c'est Marco Zanni, et le premier vice-président du groupe, c'est Nicolas Bay. Les choses fonctionnent, on est assez efficace sur un certain nombre d'amendements, on arrive à peser, on a bloqué des initiatives absolument délirantes des Verts et des communistes qui voulaient toujours plus de crédits pour aller chercher des migrants en Afrique. Enfin, de temps en temps, les discussions qu'on a au Parlement européen, c'est effrayant. Ils sont totalement déconnectés de toute réalité. C'est une surenchère permanente. Bon, vous l'avez vu, on s'interroge parfois sur l'utilité de certaines des résolutions qui sont votées, parce qu'une résolution, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai un fils, quand il était au lycée, il était dans un truc qui s'appelait les micro-Nations Unies. C'est des associations qui se réunissent dans les lycées et ils font semblant d'être des pays. Et un jour, il nous écoutait au Parlement, il a dit « mais de temps en temps, vos débats ressemblent un peu à ça ». Donc c'est vrai qu'il y a parfois un aspect un peu futile, mais c'est important de se battre sur les idées.
Et c'est ce qu'on fait, parce que si vous laissez passer un certain nombre de choses en vous disant ça compte pas, à la fin, ce sont des portes qu'on a du mal à refermer. Et on le voit bien avec la Turquie, c'est essentiel, même si ça ne sert à rien de se battre jusqu'au bout pour réaffirmer qu'on ne veut pas de la Turquie dans l'Union européenne et pour veiller à ce que le jour où les débats deviennent essentiels, ce soit bien les parlements nationaux à un moment qui se prononcent ou non, en espérant que le Parlement français et l'Assemblée nationale soient assez courageuses le jour où ça vient devant elle pour dire qu'il n'est pas question que la Turquie soit en Europe. Arnaud qui me demande, vous êtes élu européen, mais vous critiquez sans cesse la construction européenne, comment expliquez-vous ce qui semble être une incohérence? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas la construction européenne, c'est l'Union européenne que je critique, c'est le projet politique d'Union européenne qui n'a pas de sens. L'Europe, et d'ailleurs c'est la force des européistes, tous ces gens, c'est d'avoir réussi à faire croire aux Français que l'Union européenne, c'est l'Europe. Ça n'a rien à voir. Moi, l'Union européenne, j'en veux pas. L'Union européenne, c'est un projet qui nous prend notre capacité à décider. L'Europe, d'abord, elle existait avant qu'il y ait une coopération. C'est un continent, c'est une histoire, c'est une civilisation. On est héritier de la Grèce antique, on est héritier de Rome, on est les héritiers d'une civilisation catholique, chrétienne quand vous pensez aux protestants de l'Europe du Nord, mais la France, c'est l'enfant du catholicisme. Et ben c'est ça l'Europe. Et ça, personne n'est contre. Et donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est continuer. Un Parlement européen, il est élu depuis 1979 au suffrage universel. Il a un rôle. Mais il a un rôle par rapport au Conseil. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil, c'est le Conseil des chefs d'État, les ministres. Et ça, on veut le continuer. On veut faire en sorte que ça fonctionne. Ça a été efficace. Il faut que ça retrouve son efficacité. Et ce qu'on veut supprimer, c'est la bureaucratie. C'est ces gens qui, à Bruxelles, veulent décider de tout. Pendant un moment, j'étais convaincu, moi, que le projet, c'était un projet fédéraliste et qu'il y avait une volonté des européistes, les LR, les En Marche, de faire quelque chose qui soit un peu les États-Unis d'Europe. En fait, je me trompe. Ils veulent aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ils veulent un État centralisé à Bruxelles où des fonctionnaires décident de tout. Leur modèle, au-delà de la violence politique, leur modèle, c'est l'URSS. Vous avez 4000 fonctionnaires qui décident de tout à Bruxelles et qui vont imposer, il y aura tel modèle de chasse qui sera autorisé, tel autre qui ne sera pas autorisé, vous aurez tel type de voiture, pas tel autre type de voiture, on va vous dire pour mettre une cuillère dans la soupe, ça va être telle ou telle chose, mais je plaisante à peine. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un président de la République française qui va nous dire vous avez le droit d'être 6 à table pour Noël. Quelle est la réalité scientifique qui fait qu'il y a une différence entre 5, 6, 8, 10. Il n'y a pas un scientifique d'accord avec un autre scientifique pour dire que ça a le moindre impact. Donc en fait, vous avez un peu un délire de puissance chez ces gens bruxellois, mais elle se retrouve chez ceux qui partagent ces idées-là, et notamment Emmanuel Macron, et ils veulent imposer leur vision dans tout, y compris notre vie quotidienne. Donc ça, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est d'une Europe des nations, d'une Europe des coopérations. On respecte les traditions, l'identité française, on respecte les traditions, l'identité des Polonais, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Et sur d'autres, non, on est d'accord pour ne pas être d'accord. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et ça, ce n'est pas incompatible avec le fait qu'on ait un Parlement européen pour pouvoir échanger. Ce n'est pas incompatible avec une construction européenne, mais qui soit une construction au service des peuples et non pas au service d'une administration pour écraser les peuples. C'est en tout cas comme ça que je vois les choses et qu'on avance avec le groupe Identité et Démocratie. C'est Marie qui me pose la question d'une potentielle armée européenne. On ne va pas envoyer les soldats français se battre pour les intérêts de la Commission. Marie a totalement raison, évidemment. Et j'ai d'ailleurs publié un petit article récemment sur le sujet, parce que il y a 27 pays européens, on voudrait avoir 28 armées. C'est totalement délirant. Mais ça, pareil, c'est le fantasme de fonctionnaires qui se disent c'est fabuleux, si j'ai une armée, c'est une sorte de garde prétorienne. Imaginez Madame von der Leyen qui se retrouve avec son armée européenne. Et ils nous disent mais c'est rien, 2500 soldats. Non, c'est pas rien. Il n'est pas question qu'on laisse cette tâche régalienne, cette tâche essentielle de souveraineté à des inconnus qui n'ont pas d'état-major, qui n'ont pas de besoin opérationnel. C'est juste une volonté de mettre un pied dans un sujet qui ne regarde pas la Commission. On a des traités. Et les traités excluent la Commission de tout ce qui est affaires de défense. Ils essayent par cette voie-là de se dire on prend un tout petit truc, parce qu'ils veulent se positionner sur le sujet, et ensuite ils vont dire écoutez,
on va tout garder parce qu'on le fait mieux. Pareil pour le Fonds européen de défense. Le Fonds européen de défense, c'est de l'argent que l'Union européenne demande pour fabriquer des programmes, enfin un programme militaire. Pourquoi on fait un char? On fait un char parce que vous avez un chef d'état-major qui vous dit, moi je sens la menace à tel endroit et je vais avoir un besoin d'un char parce que je veux un char pour faire face à une menace qui viendrait de l'Est, une définition, un matériel particulier, ou non, j'ai besoin d'un char parce que j'en ai besoin pour aller dans l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas le même modèle, ça correspond à un besoin parce que vous avez identifié une menace. Dans l'Union européenne, on n'est pas d'accord les uns et les autres avec les différentes menaces et on a besoin d'identifier pour nous la menace qui pèse sur la France. Donc on a besoin de matériel spécifique. Et en plus, l'industrie de défense en France, c'est fondamental, c'est beaucoup d'emplois, c'est un élément de souveraineté essentiel, et ça énerve la Commission, d'où cette idée de Fonds européen de défense et d'armée européenne. Donc je pense que ça ne verra pas le jour, en tout cas pas avec cette Commission, mais c'est quelque chose dont il faut se méfier, pour lequel il faut lutter. C'est pour ça, encore une fois, que c'est essentiel qu'en 2022, on ait bien Marine Le Pen, présidente de la République, qui puisse dire stop. Ça suffit. En matière de défense, en plus, il faudra surtout quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN, le truc dans lequel Sarkozy nous a remis, qui fait que nos soldats français sont sous autorité militaire des Américains. Alors j'aime bien les Américains, mais pas plus que les Russes, pas plus que les autres. La France, c'est une puissance d'équilibre. La France, elle doit être capable de parler avec tout le monde et aller aux ordres de personne. Et ça, on l'a oublié depuis longtemps et c'est vraiment une faute. Et ça, c'est ce que Marine veut faire, c'est remettre la France comme puissance d'équilibre. Voilà, on discute avec nos voisins, on discute avec tous les pays du monde et on défend les intérêts des Français d'abord. Et une question de Benoît qui me dit, en cas de victoire de Marine Le Pen en 2022, quel serait l'avenir de la France dans l'Union européenne? Ce que je viens de vous dire, je crois que c'est vraiment important de rester dans un espace de coopération. On doit pouvoir travailler les uns avec les autres. C'est important de toute façon d'entretenir de bonnes relations avec nos voisins, mais il faut regagner un certain nombre de domaines essentiels. Schengen, par exemple. Et Schengen, c'est sympathique, on se dit je peux me balader sans visa et je peux aller tranquillement passer en vacances en Italie pour ceux qui habitent le sud-est de la France. C'est pas mal, mais Schengen, ça veut dire qu'aujourd'hui, les bateaux de migrants qui arrivent en Italie, pareil, ils peuvent rentrer comme ils veulent. Donc il faut organiser des frontières un peu sérieuses à l'extérieur de l'Europe, et puis être en capacité de remettre nos frontières nationales quand on en a besoin. On l'a vu aussi avec la crise du Covid. Le seul pays de l'Union européenne à ne pas fermer ses frontières, c'était la France de Macron. Tous les autres fermés. Au moment où les hôpitaux français étaient saturés, vous aviez des Espagnols qui pouvaient venir se faire soigner à Perpignan, vous aviez des Italiens qui pouvaient venir se faire soigner à Nice, et nous, on était coincés parce que personne ne voulait nous accueillir parce que les frontières étaient fermées. Donc l'avenir de la France dans l'Union européenne, c'est de réaffirmer qu'on est un pays souverain, on est un pays à l'aise avec nous-mêmes, on a une histoire, on a un message à porter, un message de liberté, l'inverse de celui que porte Macron aujourd'hui, parce que Macron, il a cessé d'être porteur de la liberté. C'est le président des contraintes, c'est le président du chaos. Or Marine, ce sera la présidente des libertés publiques, des libertés pour qu'on retrouve cette capacité d'être citoyen. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Il y a deux Europes très différentes. Vous avez celle qui est organisée au travers de l'Union européenne, elle a pris les citoyens qu'on est, et elle leur a dit, vous n'êtes pas citoyens, vous êtes des consommateurs. Puis elle a fait toutes sortes de réglementations pour nous aider à consommer. Des produits moins chers, des normes, tout ça paraît sympathique, parce que du coup on se dit, c'est facile d'acheter un téléphone, c'est facile, j'ai une voiture, et c'est à peu près la même partout. Mais on est devenu consommateur au lieu d'être citoyen. Et maintenant, elle veut passer à l'étape d'après, elle veut nous transformer en produits. Alors on va vous faire la PMA, on va vous faire la GPA, on va dire, vous pouvez vendre votre sang, vous pouvez vendre votre sperme, vous pouvez louer votre ventre, et on devient produit. En fait, tout ça, moi, j'en veux pas de cette Europe-là, ça m'intéresse pas, et c'est pas un beau projet de vie. Je veux retourner à une Europe des citoyens. Et c'est ça le projet que porte Marine, c'est qu'elle est respectueuse des Français, elle est respectueuse des autres Européens, elle les considère comme des citoyens. Et un citoyen, on s'adresse à son intelligence, on s'adresse à sa personne, non, quel est le projet que vous voulez faire? Où voulez-vous aller? Comment voulez-vous fonctionner avec vos voisins? Dans la paix, dans la coopération, mais vous ne voulez pas simplement être considéré comme quelqu'un qui paye ou qui va être payé. Et c'est ça la vraie différence entre le projet porté par Macron et les mondialistes, qui nous réduisent à l'état de consommateurs ou de produits, et le projet de Marine qui est de nous donner notre place de citoyens. Voilà. Donc c'était les quelques questions que j'ai reçues. Je n'ai
pas d'autres qui m'ont été transmises en tout cas. Donc j'espère que ça vous a plu. Content de parler de l'Europe, il y a plein d'autres sujets dont on pourra parler. Et j'espère qu'on remettra ça une prochaine fois. À bientôt.